Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue une nouvelle fois dans ce salon Foch du Cercle Interallié. Bienvenue aussi à tous ceux et toutes celles qui participent à cette conférence Procléro en web. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de la SICAF Procléro et du groupe Mandarine Gestion Mescar qui gère la SICAF Procléro. Avant d'introduire notre conférencier de ce jour, je voudrais vous partager quelques nouvelles rapides au sujet de la SICAF Procléro. Vous avez reçu récemment, en tout cas la plupart d'entre vous, je pense, la première newsletter de Procléro. On a l'ambition d'en diffuser 2 par an, afin que, sans vous submerger, vous puissiez suivre l'actualité de Procléro, ses évolutions en matière de gestion éthique selon la doctrine sociale de l'Église, et découvrir plus particulièrement certains investissements qui sont faits dans l'économie sociale et solidaire. Ces investissements qui sont un peu des pépites, qui procurent une vraie joie, car ils ont à la fois du sens et de l'impact, même pas plus que positif, de l'impact bienfaisant, concret. Donc n'hésitez pas à partager la newsletter lorsque vous la recevez autour de vous. Vous savez que Procléro est une SICAF de partage au profit de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin. Ces séminaristes sont plus de 120 en formation actuellement. Et Procléro, par ce mécanisme de partage, prend en charge totalement, actuellement, la formation de 22 d'entre eux. Et c'est évidemment très précieux pour la communauté Saint-Martin. Vous avez compris que plus l'encours de Procléro augmente, il est actuellement de 70 millions d'euros, plus il peut financer la formation des séminaristes et aussi investir dans l'économie sociale et solidaire, bien sûr. Côté performance, Procléro a terminé l'année 2024 avec une performance positive de 3,10. Et puis depuis le 1er janvier, sa performance elle est positive aussi de 1,85. Voilà pour Procléro. J'en viens maintenant à notre conférencier, notre intervenant de ce jour. Je suis heureux d'accueillir Olivier Deguerre. Merci, cher Olivier, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Beaucoup d'entre vous, chers amis, le connaissent, je pense. Olivier Deguerre fait partie vraiment de la place financière de Paris depuis longtemps. Diplômé de l'ESSEC, il commence sa carrière comme associé cofondateur de Finance Indo-Suez Technique et du groupe Cristal, qui sont spécialisés dans la gestion d'actifs. Ensuite, il rejoint le Crédit Suisse, Feu le Crédit Suisse, comme managing director et membre du directoire. Et en 2003, il crée Fitrust, dont il est toujours le président. Olivier a une âme de fondateur et de pionnier. Avec Fitrust, il s'est lancé dans l'investissement solidaire et dans l'engagement actionnarial. Il a été un vrai précurseur en 2003, bien avant que ce secteur ne se structure. Il a largement contribué à le structurer. Cela fait de lui aujourd'hui un expert incontesté dans ces domaines. Olivier est un homme qui réfléchit sans cesse à la meilleure manière de servir le bien commun. Il est aligné avec ses convictions les plus profondes. Je peux en témoigner personnellement. Je le vois présider la commission d'éthique économique et financière des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Olivier est aussi un homme de grand cœur, toujours prêt à aider et à soutenir. Il aime les gens, ça se voit, et il s'intéresse à eux. Olivier est aussi un faiseur engagé depuis des années. Il investit et il s'investit réellement dans l'économie sociale et solidaire. Il est vraiment engagé auprès des grands dirigeants d'entreprise. Il est aujourd'hui un interlocuteur reconnu par eux dans le dialogue de l'engagement actionnarial. Olivier Deguerre est un homme qui veut assumer la responsabilité morale d'investisseur. C'est ce qui lui a fait changer la trajectoire de sa carrière professionnelle. Il est en recherche sans cesse de cohérence. Et depuis toujours, il s'inspire
de la doctrine sociale de l'Église. Il en est donc un très bon connaisseur à force de chercher à la mettre en œuvre au quotidien dans son activité d'investisseur. Et ce matin, je lui ai demandé de nous partager sa riche expérience. Investir en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église, comment le faire par l'engagement actionnarial et dans l'investissement social et solidaire. Olivier, à vous la parole. Bonjour, merci pour ces mots. C'est toujours étonnant de s'entendre parler de soi. Et merci de m'avoir proposé de parler. Quand don Pascal-André Dumont m'a proposé comme thème aujourd'hui « Investir en cohérence avec la DSE », des exemples concrets, j'ai hésité à répondre oui. Parce qu'en réfléchissant, un peu comme Monsieur Jourdain au Saint-Fi Trust, j'ai réalisé qu'on essayait d'appliquer les principes de la DSE, mais sans l'avoir formalisé préalablement. Car les stratégies d'investissement qu'on a développées depuis 20 ans sont nées de rencontres, j'insiste sur le thème rencontre, je vais y revenir tout à l'heure, qui ont permis d'identifier un besoin et nous ont poussé à essayer d'y répondre à notre niveau. Au Saint-Fi Trust, avec les équipes, on a il y a quelques années développé une raison d'être qui est investir pour agir et contribuer à faire grandir les entreprises qui intègrent au cœur de leur stratégie le développement de l'être humain et la préservation de notre planète. Ça exprime bien notre volonté de mettre la finance au service d'eux, en accompagnant les entreprises cotées et non cotées, soucieuses du bien commun. Alors cette raison d'être résonne avec la doctrine sociale de l'Église, la DSE, et ces 6 principes qui concernent la dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité et la participation, la solidarité, les valeurs de la vie sociale, vérité, liberté, justice. Mais comment les mettre en œuvre dans une stratégie d'investissement en identifiant des entreprises qui respectent la dignité de la personne humaine au sein de toutes leurs parties prenantes, qui s'assurent d'œuvrer pour le bien commun, qui prônent la destination universelle des biens, qui mettent en œuvre les principes de subsidiarité et de participation des salariés et parties prenantes, qui s'assurent au sein de leur organisation de mettre en œuvre une réelle solidarité et les principes de vérité, liberté et justice, notamment quand elles sont présentes mondialement. Ça explique bien pourquoi, merci donc Pascal-André d'avoir parlé de chemin, parce que c'est un chemin. Car force est de constater que pour de très nombreuses entreprises, heureusement pas toutes, afin d'être performantes, sont mis en œuvre des stratégies qui privilégient d'abord la rentabilité, pour qui l'homme est une variable d'ajustement, et qui s'appuient pour certaines d'entre elles sur des pratiques parfois répréhensibles. Et puis force est de constater que pour beaucoup d'investisseurs, le critère de la rentabilité ou du TRI, celui du moindre risque ou de la volatilité maîtrisée sont primordiaux. Ce qui amène à s'interroger sur le choix quelles entreprises pour s'assurer d'un TRI minimum et d'un risque maîtrisé préalablement. Alors comment alors discerner et essayer de mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église dans une stratégie d'investissement? Je vais d'abord commencer par quelques réflexions personnelles avant d'être plus concret, qui expliquent un peu le chemin et le questionnement que nous avons eu et que j'ai toujours. Vous penserez peut-être à la fin ou pendant la présentation que nous sommes un utopiste, peut-être, mais on essaie en tout cas de prendre un chemin dans lequel l'acte d'investissement a une finalité qui n'est pas en premier lieu le rendement financier. Alors, tout d'abord, une petite pensée quand même sur la radicalité des paraboles. Si on essaye de relier certains passages des Écritures à l'acte d'investissement, 2 paraboles m'interpellent quand Jésus aborde la question de l'argent. La parabole des talents, parabole qui pousse à faire fructifier les dons de Dieu, ce qui pourrait se traduire dans notre univers financier à faire fructifier pour avoir plus de rendement. Mais est-ce d'abord de rendement financier dont parle la parabole? Ne s'agit-il pas en premier lieu d'identifier d'autres fruits, à commencer par celui de la personne humaine? Et donc, en tant qu'investisseur, si j'investis, quel fruit je recherche? Paradoxalement, quand le serviteur cherche à protéger le bien de son maître, ce dernier lui dit qu'il aurait dû prendre un risque pour faire fructifier l'argent de son maître, ce qu'il n'a pas fait. En tant qu'investisseur, si j'agis pour le compte d'un client,
Est-ce qu'il faut protéger son capital ou investir en prenant des risques pour avoir plus de fruits? La deuxième parabole qui m'interpelle, c'est la parabole de l'intendant malhonnête. Parabole qui nous oblige à nous interroger sur l'éthique du gérant pour compte d'eux, car l'intendant qui remet les dettes de ses créanciers, des créanciers de son maître, sans que dernier soit au courant, pour bénéficier des largesses de ses créanciers, n'est pas critiqué vertement ou renvoyé immédiatement par le maître, qui fait l'éloge de cet intendant habile alors qu'il est malhonnête. Ces deux paraboles montrent la complexité de l'intentionnalité quand on gère de l'argent pour compte d'eux, quand on est gérant. Et il me semble qu'elle nous amène à nous interroger sur la finalité de l'investissement, ou plus précisément, quand j'investis, à me demander quels fruits deviendront plus importants si j'investis ou quand je finance une entreprise, un projet, pour lui donner les moyens d'atteindre l'objectif recherché. Et là, en préparant ce petit mot, qui est long, presque 1 heure, je me suis rappelé François De Witt, un journaliste financier qui était un bon ami, qui malheureusement est décédé, et qui un jour, protestant, et qui un jour m'appelle à 11h du soir pour me dire « Olivier, est-ce que tu es propriétaire de ton appartement ?» Il pourrait te poser la question. Il venait de dîner avec des catholiques qui étaient tous propriétaires de leur appartement, et lui n'avait jamais été propriétaire de son appartement, parce que ses parents lui avaient toujours dit « l'argent doit être utile. Il ne faut pas le geler dans de l'immobilier. » Donc c'est intéressant. C'est pour ça que j'élargirais peut-être le principe de la doctrine sociale de l'Église à la pensée sociale chrétienne, parce que je pense qu'un certain nombre d'autres communautés chrétiennes ont des visions peut-être complémentaires ou différentes de nous, et cette vision m'a toujours interpellé. Et donc, la question qui se pose, je pense, c'est quelle utilité pour mon investissement et qu'est-ce que je recherche avant tout? Est-ce d'abord le rendement financier, le rendement court terme, la fluidité rapide, ou bien le rendement ou la plus-value à long terme? Je rappelle juste que très souvent, quand on va voir son banquier ou son gérant d'actifs, la première question qu'on lui pose, c'est quel est mon rendement? On pose rarement la question, est-ce que vous avez investi dans une entreprise qui répond à un problème de santé publique, d'emploi, je ne sais quoi? Donc il y a une question sur la finalité. Est-ce que l'entreprise dans laquelle je vais investir, je cherche qu'elle soit bien gérée dans l'intérêt des parties, on peut dire le bien commun, prend particulièrement soin de l'homme dans toutes ses composantes? Est-ce que je cherche à rendre utile mon argent pour qu'il donne du fruit? Je crois que les notions d'intentionnalité, à quoi sert mon argent, d'additionnalité, est-ce qu'il a permis plus d'impact ou est-ce qu'il a contribué à quelque chose de positif? De mesure, savoir ce que cela a généré comme impact positif, qui ont été formalisés depuis une dizaine d'années dans le cadre de l'impact investing, peuvent être des outils féconds pour des investisseurs qui veulent s'appuyer sur les principes de la DSE ou de la PSC. Et cette approche complète tous les travaux d'analyse réalisés depuis de nombreuses années pour s'assurer que les entreprises dans lesquelles nous pouvons investir ou que nous pouvons financer répondent bien à des critères identifiés dans le cadre de l'ISR ou de la RSE. Mais la DSE va plus loin, car elle replace au centre de mon intention d'investisseur la question de l'humain, de l'homme et de la femme, et plus particulièrement du plus pauvre. Se pose alors la question, dans ma stratégie d'investissement, quelle intention ont les dirigeants des sociétés que je finance ou dans lesquelles j'investis, cotés ou non cotés, vis-à-vis de leurs salariés, des salariés de leurs fournisseurs, de leurs clients, et notamment des plus pauvres, voire des exclus de notre société. Cela ne remet pas en cause, bien sûr, toutes les entreprises qui œuvrent pour fabriquer des biens et services utiles à l'humanité, mais se pose la question centrale de tout investissement éthique qui s'appuie sur la DSE, dans quel but? Et en fait, ça revient à faire pivoter la rationalité de mon investissement. Elle n'est plus centrée sur quel intérêt pour moi, investisseur qui privilégie le couple risque-rendement, mais sur l'utilité de mon investissement pour répondre à un enjeu environnemental, social ou de gouvernance qui me paraît important, voire urgent de résoudre. Le rendement devient une conséquence du choix réalisé. Et donc nous devons tous nous interroger, moi le premier en tant qu'investisseur, quand je privilégie le rendement, qui peut amener à une vision d'aller-retour rapide pour y arriver, ou quand je refuse de continuer à financer dans le private equity une entreprise qui n'atteint pas la cible de TRI recherchée, alors qu'elle répond à un besoin. En tant que dirigeant, quand je recherche l'efficacité d'abord, la rentabilité, en pressurant mes équipes, mes fournisseurs, pour atteindre les objectifs fixés. Mais aussi en tant que consommateur, quand j'achète pas cher, sans vérifier la provenance, ce qui implique certainement des salariés sous-payés en bout de chaîne. En fait, la doctrine sociale de l'Église nous pose la question, la fin justifie-t-elle les moyens? Face aux multiples dérives de certaines entreprises ou de dirigeants, il est possible de jeter l'anathème sur une entreprise ou un dirigeant
Et je m'interroge sur le principe de l'exclusion, qui est de plus en plus mis en avant pour ne pas se retrouver investisseur d'une entreprise qui ne répond pas à des critères préalablement définis. Des critères éthiques, armement, prostitution, pharmacie, des critères environnementaux, nucléaire, pétrole. Mais est-ce vraiment en ligne avec la pensée sociale chrétienne? N'est-ce pas une traduction de la facilité? Tout est-il blanc ou noir? N'avons-nous pas besoin de certaines de ces entreprises aujourd'hui? Et que se passerait-il si elles ne pouvaient plus se financer? Il y a dans toute entreprise, comme en chacun d'entre nous, parce que les entreprises sont des communautés humaines, le bon grain est livré. Et il est quasiment impossible d'arracher l'ivraie sur le bon grain, comme nous l'a rappelé l'année dernière le pape François dans une homélie sur cette parabole. De plus, faisons attention à ne pas être trop dogmatique, car notre vision européenne, qui n'est pas forcément comprise ou reconnue dans les pays émergents, qui veulent se développer pour répondre aux besoins vitaux de leur population. Concrètement, il me semble qu'il est possible d'avoir une approche d'investissement qui essaie d'être en cohérence avec la DSE, mais qui implique d'investir différemment, en privilégiant la nécessité de s'assurer de la finalité de mon investissement, de l'intentionnalité des dirigeants à remettre l'homme, la femme, au centre du projet d'entreprise. Il y a de très nombreux exemples d'investisseurs existent qui recherchent une finalité dans l'allocation d'actifs. Alors, comme exemple, et c'est beaucoup plus large, la microfinance, l'investissement solidaire, certains fonds côté thématique, pour ne citer que quelques exemples, certains faisant un lien direct avec la DSE, la CIDI en France, le Ecocrédit aux Pays-Bas, d'autres n'en parlant pas, mais s'attachant à s'assurer que les entreprises dans lesquelles ils investissent ont une réelle utilité sociale. Voilà, excusez-moi pour cette longue introduction, mais il me paraissait important de bien cadrer pour expliquer un petit peu ce que nous faisons. Et il est temps de vous présenter deux exemples concrets de stratégies que nous mettons en œuvre et qui essaient de répondre à ce questionnement de l'utilité sociale en investissant en action dans le côté et dans le non-côté. Alors, investir dans le côté en cohérence avec le DSE est une utopie. Je crois qu'il faut revenir à une rencontre avec Pierre-Henri Leroy, Proxinvest, en 2002, qui m'a fait prendre conscience que je n'avais jamais participé à une assemblée générale en 15 ans de marché financier, alors que je travaillais dans les produits dérivés actions pour couvrir des risques. À cette époque, aucun investisseur n'avait voulu agir publiquement auprès de Total pour dénoncer sa responsabilité dans la catastrophe de l'Erika qui avait suivi les côtes bretonnes avec du pétrole. Cela nous a amené avec Denis Branche à créer en 2003 une SICAV investie dans les 40 sociétés du CAC 40 avec deux idées. Plus facile d'aller dialoguer avec les dirigeants du CAC 40 sur des sujets de gouvernance ou des sujets environnementaux quand on est une société de gestion indépendante, convaincu qu'il était souvent difficile pour une banque, un assureur, de se manifester auprès d'une entreprise dans laquelle ils étaient investis compte tenu des conflits d'intérêts latents. Deuxième point important, tout actionnaire a une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle il a investi. Celle de participer à son niveau à la vie de cette entreprise, c'est-à-dire concrètement aux assemblées générales, et de poser des questions, voir s'il s'associe avec d'autres, de déposer une résolution, si les réponses du conseil d'administration ne lui paraissent pas dans l'intérêt du projet d'entreprise, qui réunit actionnaires, salariés et parties prenantes. Depuis 20 ans, nous envoyons chaque année 40 lettres aux dirigeants du CAC 40 sur des questions de gouvernance, questions environnementales, questions sociales. Nous sommes investis dans l'indice, nous surpondérons et sous-pondérons ces entreprises en fonction de critères agrégés depuis 20 ans et surtout de la capacité d'écoute de ces dirigeants aux questions que nous-mêmes ou d'autres actionnaires posons. Nous rencontrons chaque année une vingtaine de dirigeants, c'est ce qu'on fait actuellement, probablement parce que nous avons déposé plus de 50 résolutions en 20 ans en France, certaines étant un succès, ce qui motive certainement certains de nos dirigeants à nous revoir régulièrement pour être sûr que nous n'avons pas déposé une résolution. Rencontrer chaque année un dirigeant permet de bien comprendre sa vision, ses motivations, mais aussi les points qu'il évite, et nous permet de comprendre les enjeux qu'il n'a pas identifiés ou qu'il refuse d'admettre. Mais de quels enjeux parle-t-on? Enjeux de gouvernance. Ce sont plus souvent des enjeux de pouvoir qui posent pour la DSE la question de la subsidiarité. Combien de dérives d'entreprises il y a des questions de gouvernance? La liste est longue et montre bien comment les enjeux de pouvoir peuvent déliter une entreprise. L'Assemblée générale est à cet égard très révélatrice de la gouvernance de la société, avec aux extrêmes certains PDG seuls en scène au Palais des Congrès à Paris, ou d'autres en replay dans un studio pendant le Covid pour éviter toute question des actionnaires. La question des séparations des pouvoirs au sein des conseils d'administration est symptomatique des enjeux de subsidiarité dans une entreprise. Et nous avons déposé beaucoup de résolutions pour demander la séparation des pouvoirs. Difficile d'être le DG mettant en œuvre la stratégie et le président chargé d'animer le conseil qui fixe la stratégie et de contrôler sa mise en œuvre.
Sans parler de la nomination des administrateurs qui doivent la nomination au bon vouloir in fine du président. Peut-on dans ce cas être un administrateur vraiment indépendant ou libre d'intérêt? On a déposé des résolutions sur ces sujets, notamment chez Total, Renault, Société Générale, Vivendi, et nous avons encore des discussions très fréquentes avec les dirigeants pour les amener à changer de pratique. Mais que répondre à un PDG, il n'y en a pas eu qu'un, qui nous voit sans ses équipes, à 3, et qui nous dit « Ah, il est important que je sois PDG pour répondre à un coup de téléphone de l'Élysée. Je ne veux pas qu'il appelle le DG si je ne suis que président. » Ça laisse pantois. Mais c'est bien ce sujet, la subsidiarité et la responsabilité dans une entreprise. Je pourrais donner de multiples exemples, mais j'en ai un qui nous tient à cœur, c'est les aberrations de gouvernance de celle de Vivendi. Vous avez un conseil de surveillance, il est présidé par un salarié de l'actionnaire minoritaire, et vous avez le conseil de surveillance est présidé par un salarié, le président de la filiale Havas, tandis que le directoire est présidé par un salarié de la holding de l'actionnaire minoritaire. On peut s'interroger, personne n'a jamais, on a essayé plusieurs fois de faire bouger les actionnaires de ce sujet, personne n'a bougé. C'est une inversion complète de la gouvernance d'une entreprise. Ces situations peuvent prêter à sourire, car les questions de gouvernance sont bien loin des préoccupations de nombreux actionnaires, alors qu'elles ont toujours été au cœur du dysfonctionnement de nombreuses entreprises. Alcatel, Renault, Vivendi, Alstom, Carrefour, je pourrais faire la liste. La liste est longue. Et je pense qu'elle ne s'arrêtera jamais, parce que derrière, c'est des questions de pouvoir. Deuxième enjeu, c'est les rémunérations des dirigeants. La question des rémunérations est fondamentale, car elle interroge sur le partage de la valeur, qui sous-tend les principes de la DSE, qui sont quand même assez, je dirais, radicaux. Comment ne pas réagir au vu des rémunérations des dirigeants des grandes sociétés cotées? En valeur absolue, elles sont incompréhensibles pour les salariés ou pour le grand public. En valeur relative, par rapport aux autres dirigeants du groupe et aux salariés, les écarts ne peuvent qu'interpeller les actionnaires. Il aura fallu des années pour que l'État, aux USA ou en France, se décide à mettre en place la notion de rapport d'équité, écart entre les plus hautes rémunérations et les plus faibles. Et les chiffres publiés chaque année laissent pantois pour certaines entreprises. Autant il est compréhensible qu'il ne soit pas le même ratio dans tous les secteurs, autant il est difficile de comprendre que dans très nombreuses entreprises, le Conseil considère que la politique de rémunération des salariés n'est pas de son ressort. Il n'ayant comme obligation que de fixer celle du premier dirigeant, encore heureux, ce qui amène souvent, mais pas toujours, à des écarts très importants entre le DG et le COMEX et entre le DG et les autres salariés. Il aura fallu l'affaire Renault pour que l'État s'oblige à voter en Assemblée générale les rémunérations des dirigeants en AG, le fameux C&P, sans que ça l'amène à beaucoup de refus aujourd'hui, alors que les montants sont toujours pour certains considérables. Déjà en 2009, Proxinvest, on avait alerté sur des dérives de gouvernance chez Renault, avec plusieurs résolutions demandant la séparation des fonctions, puis sur la rémunération réelle de Carlos Ghosn, qui n'était visiblement pas reflétée dans le document présenté en AG aux actionnaires. Bien peu d'actionnaires nous ont suivis car le cours montait. Vous connaissez le résultat, mais probablement pas la réponse du président du comité de rémunération à une question de Proxinvest qui portait sur la possibilité de rémunération cachée aux Pays-Bas ou en Russie. Je vous le fais dans le texte. Pourquoi le comité des rémunérations devrait s'en préoccuper? Il est toujours administrateur de société du CAC 40. La rémunération de Carlos Tavares, le deuxième Carlos, n'a pas été connue lors de la dernière année de PSA, car la fusion avec Fiat Chrysler a eu lieu en janvier 2021, ce qui va être caché la rémunération. Et sa rémunération en 2022 a été connue un an après, nous amenant à agir publiquement pour récuser une rémunération de la holding, calcul non ajusté en normes IFRS, parce que la fusion avait réussi, ce qui a amené à 60 millions d'euros en cas de succès, et dont 18 millions d'euros comme annoncé, ce qui a amené plus de 50% des actionnaires à refuser ce niveau de rémunération, sans que le Conseil ne suive l'avis des actionnaires, comme Renault d'ailleurs. Carlos Tavares va toucher plus de 10 millions d'euros, voire plus suite à son départ, soit plus de 100 millions d'euros depuis la fusion, alors que la société aujourd'hui est dans une situation très difficile et va devoir procéder à des licenciements importants en Europe, notamment à cause des surcapacités de production. Est-ce bien raisonnable? Qui peut croire que de telles sommes affectées à un mercenaire, je parle bien de mercenaires et pas de dirigeants, sont légitimes? Pour Stellantis comme pour Renault, mais pas que pour elle, tant que le cours de bourse monte, les questions de gouvernance ou de rémunération ne sont pas un sujet pour la plupart des investisseurs. Et la comparaison entre les rémunérations en Europe et USA, c'est normal, parce qu'à cause des rémunérations américaines, qui justifient des salaires très élevés, ne tient pas donc en compte du fait qu'aux USA,
la fiscalité est mondiale à plus de 60% sur ces niveaux de rémunération, alors qu'en Europe, nous acceptons la défiscalisation à 100%. Ces sujets récurrents au cœur de l'organisation d'une entreprise doivent nous interpeller comme investisseurs. Car comment justifier une rémunération très élevée en complet décalage avec les salariés du groupe et de surcroît quand la performance économique et financière n'est pas au rendez-vous? Alors, je peux vous parler de Alcatel, on voit ce que c'est devenu, la Société Générale, mais plus récemment aujourd'hui Carrefour, 9 millions d'euros. Est-ce que c'est... Je pense que ça devrait nous amener tous les investisseurs à nous préoccuper. Mais il est difficile d'intéresser les grands gérants d'actifs, y compris ISR, sur ces sujets de rémunération. Et nous avons toujours une question que m'a posée un jour un administrateur de grande société cotée. Est-ce que c'est parce que les rémunérations de certains gérants d'actifs sont elles-mêmes très élevées, notamment celles qui ont un carry d'interest? Je vous laisse y répondre. Enjeu de transparence des comptes et de rapports financiers extra-financiers. Un sujet récurrent et au cœur des principes de la DSE, rendre compte. Chaque année en Assemblée Générale, les petits actionnaires, ceux qu'on ne veut pas, relèvent des erreurs, des informations erronées volontairement ou non. Et il est très intéressant d'être présent pour écouter les réponses des directions générales qui certaines fois vont esquiver pour ne pas répondre. J'ai deux exemples. Un exemple, c'est Carrefour qui publiait son empreinte carbone sur un périmètre ne prenant pas en compte les franchisés, c'est-à-dire 70% du groupe n'était pas pris en compte. Il a fallu que nous déposions un point lors du jour en AG il y a 2 ans pour qu'ils y répondent. Mais la panne revient à Atos. Nous avons interrogé le dirigeant afin que les commissaires aux comptes aient refusé de valider les comptes des filiales aux USA, notamment pour des questions de goodwill. Et ce, quelques mois après le départ de Thierry Breton. Sa réponse nous a amené à vendre tous nos titres, ce qui est très très rare. Car le président a indiqué que le conseil était en désaccord avec les commissaires aux comptes. Vous connaissez la suite, le conseil ou le dirigeant n'étant visiblement pas à l'écoute des commissaires aux comptes ou des parties prenantes. Les enjeux environnementaux. Qu'avons-nous fait de notre planète? Un des sujets centraux de l'encyclique Laudato Si. Enjeu encore mal pris en compte en 2011, année où on a voulu déposer une résolution chez Total sur la question des sables bitumineux au Canada, qui nous a valu une réaction très vive de Total, appelant tous les co-déposants pour qu'ils retirent leur dépôt de résolution. Ce que 2 d'entre eux ont fait, ce qui fait que nous n'avons pas pu déposer la résolution. Car cette exploitation est extrêmement polluante. Pas de succès en 2011, mais au Total s'est complètement retiré aujourd'hui de cette exploration. La signature de l'accord de Paris a fait prendre conscience aux dirigeants d'entreprise de l'urgence climatique, y compris pour Total, qui s'appelle aujourd'hui Total Énergie. Le code de commerce et les exigences réglementaires ont évolué pour prendre en compte la nécessité d'informer en Assemblée générale les actionnaires et parties prenantes sur les avancées des sociétés pour transformer leur business model vers un monde décarboné. Plutôt que d'exclure Total ou de les mettre au banc parce qu'ils continuent à produire du pétrole, nous avons préféré le dialogue, même difficile, convaincus que l'entreprise doit faire évoluer sa stratégie pour aller de plus en plus rapidement vers des énergies renouvelables pour tenir compte du changement climatique. Ce qui nous a amené récemment, je ne parle pas depuis 2003, en 2022 à proposer au Conseil de Total d'inscrire dans ses statuts la responsabilité du Conseil d'administration sur les questions environnementales et sociales, ce qu'ils ont fait et qui était voté unanimement par les actionnaires. L'année dernière, nous avons voulu proposer une résolution pour limiter le rachat d'actions aux seules opérations sur le capital, attribution d'actions, rachat de société par échange d'actions. Alors que Total mettait au vote un programme de rachat d'actions de 7 milliards d'euros, n'investissant que 5 milliards d'euros dans le renouvelable. Nous n'avons pas pu déposer la résolution, car habituellement nous avons une 60aine d'investisseurs qui nous soutiennent, qui nous suivent, dans le monde entier. 2 d'entre eux seulement nous ont répondu qu'ils étaient prêts à soutenir, tous les autres expliquant que même s'ils étaient pour le développement durable ou pour l'USR, l'important était avant tout le retour à l'actionnaire. Une vraie question de schizophrénie. Dialoguer plutôt qu'exclure, car nos tracteurs, nos camions, nos voitures et même nos avions, ainsi qu'une part importante de l'industrie ne peuvent vivre sans pétrole aujourd'hui. Et en excluant, nous faisons le jeu des concurrents. L'actionnariat de Total est aujourd'hui détenu majoritairement par les Américains, parce que les Européens ont vendu en 1 an et demi 13% du capital. 13%. Alors même que Total est au cœur de notre indépendance énergétique et qu'il dispose de résultats significatifs pour financer les énergies renouvelables, avec l'objectif d'être le 3e producteur d'énergie renouvelable au monde en 2030. Depuis 2016, avec l'accord de Paris, nous poussons les entreprises du CAC 40 à adhérer au Science Based Target de l'ONU. Très peu d'entre elles connaissaient cette initiative de fixer secteur par secteur des objectifs de réduction du CO2, en lien avec les accords de Paris, avec des méthodologies validées, avec les entreprises expliquant les scopes 1, 2 et 3. Aujourd'hui, plus des 2 tiers ont adhéré, ont des engagements chiffrés qu'ils suivent annuellement. Nous avons comme objectif qu'elles aient toutes adhéré et fixé ces objectifs de réduction neutralité carbone en 2030.
La logique s'élargit aujourd'hui à la biodiversité, car tout est lié, comme nous le rappelle l'encyclique du pape sur Laudato Si et l'exhortation récente apostolique Laudate Deum. Ces sujets ont réellement pris de l'importance, et même si on perçoit un recul aujourd'hui, toutes les entreprises avec lesquelles nous dialoguons ont compris l'enjeu pour elles de modifier leur stratégie et de prendre en compte les effets du dérèglement climatique, ne serait-ce que parce qu'il est difficile d'embaucher des jeunes de talent si elles refusent de se remettre en cause. Nous sommes convaincus que les entreprises les plus rapides à changer leur business model seront les grandes gagnantes dans quelques années. Et l'impact du dérèglement climatique et de la biodiversité aura un impact très important sur les populations les plus pauvres. Et comme toujours, il faut pousser, et les actionnaires ont un rôle très important à jouer, car ces investissements ne pourront se faire sans accepter de diminuer, pour certains, le dividende pendant quelques années, en partie dans les secteurs à faible marge. Les enjeux sociaux. C'est le parent pauvre aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans, toutes les entreprises cotées françaises remettaient à leurs actionnaires le bilan social, outil obligatoire élaboré conjointement par les directions et syndicats au sein du comité social économique. Outil qui devrait être accessible sur le site internet, qui n'est quasiment jamais aujourd'hui. Qui le lit aujourd'hui? Salaire décent et conditions sociales. Depuis de nombreuses années, nous interrogeons les entreprises sur les écarts de rémunération des salaires minimums, en leur proposant de répliquer ce qui a été mis en œuvre, notamment par AXA, Michelin ou d'autres, un salaire décent, qui essaye d'ajuster les salaires des collaborateurs en fonction des conditions économiques prévalant dans les pays où ils vivent. En les interrogeant sur la généralisation du système d'assurance de mutuelle à tous les salariés dans le monde, voire à leurs sous-traitants. En les interrogeant sur le stress au travail, les situations de burn-out, le télétravail. Vous serez très étonnés de certaines sociétés. En les interrogeant sur le ratio d'équité qui est au centre de nos discussions sur la mission des dirigeants, car il permet de comprendre la répartition de la valeur. La plupart des échanges sont en privé, n'appellent pas d'intervention publique, car il faut convaincre le conseil et les dirigeants d'être à l'écoute de ces sujets. Cela veut-il dire qu'ils vont changer de pratique? Pas forcément. D'où la nécessité de revenir plusieurs années de suite sur ces questions centrales. Et pour la plupart des entreprises, il faut des dirigeants engagés pour pousser ces questions environnementales ou sociales. Car ils craignent des questions des actionnaires dans les roadshows, et encore plus aujourd'hui, qui les interrogent que sur les questions financières ou climatiques. Questions fondamentales, bien sûr. Et la récente tendance confirme, depuis le retour de l'inflation et du président Trump, le retour à la question essentielle, le retour à l'actionnaire. Mais pourquoi les investisseurs ne s'intéressent pas-ils plus aux questions sociales? Prenez le cas de Téléperformance. Il aura fallu les enquêtes et plaintes en Colombie pour que les investisseurs s'inquiètent de méthodes de ce groupe, avec aujourd'hui plus de 500 000 salariés dans le monde. Et force est de constater, en discutant avec eux, que la direction est très ouverte, transparente sur ces enjeux, a bien conscience que son principal atout sont ses salariés, et ce d'autant plus qu'elle est directement concernée par l'arrivée de l'IA, qui l'oblige à totalement transformer son business model. Engie. Qui a identifié qu'en 2023, il y a eu de très nombreux accidents de sécurité au travail? Que le Conseil avait décidé en 2023 de mettre ça en priorité de son agenda à chaque fois. Aucune question à l'Assemblée générale. Vous avez la même question dans un certain groupe, dans le BTP, beaucoup d'accidents, personne ne soulève le sujet. Sauf les entreprises qui disent « j'ai un problème ». Mais c'est intéressant que les investisseurs ne s'en préoccupent pas. À l'instar de très nombreuses entreprises, ces sujets ne sont vraiment pris au sérieux que quand ils arrivent. Et la vigilance diminue avec le temps. Et pourtant, la crise de 2007-2008 avait amené de nombreuses entreprises à réfléchir sur leur place dans la société civile. Danone nous a appelés en 2007 et en 2008 pour se demander quelle serait la réaction des actionnaires s'ils proposaient une résolution pour créer le fonds Danone Communities avec Mohamed Younous pour soutenir les entreprises sociales, puis le fonds de dotation Danone Écosystème pour soutenir tous leurs fournisseurs en pleine crise. Ils affectaient alors 25% du résultat 2008. Nous pensions que la réaction serait négative, serait forte. Plus de 99% des actionnaires ont voté oui, avec un très fort soutien des salariés en interne. Schneider Electric, Engie, Lafarge, Essilor, pour ne citer que ces entreprises que nous avons accompagnées, ont aussi mis en place des programmes destinés à soutenir leurs écosystèmes et offrir un produit de qualité pas cher pour les plus pauvres. Ce type de programme, malheureusement, ne s'est pas développé à grande échelle et est aujourd'hui remis en cause par beaucoup d'actionnaires, considérant que leur retour à l'actionnaire est prioritaire, alors que la rentabilité ou la marge vient plutôt généralement de produits chers à des populations pouvant se les offrir. On a visiblement oublié le discours d'Antoine Riboud à Marseille, au congrès du MEDEF, en 1967, si je ne me trompe pas de date. Il parlait de l'urgence de mettre l'entreprise au cœur de la cité, car elle ne pouvait être un oasis de richesse dans un désert de pauvreté. Je pense que ça peut nous interpeller aujourd'hui.
Si nous croyons que l'homme doit être au cœur des stratégies de nos entreprises, nous devons agir auprès des entreprises pour qu'elles évoluent, changent de pratique. Ce qui nous amène logiquement à accepter que la rentabilité financière et le retour à l'actionnaire n'est pas forcément le critère principal pour un investissement. Est-ce une utopie? Investir dans le non-coté, qui est notre deuxième activité, en cohérence avec le DSE, est une gageure. En 2005, j'ai rencontré l'association Ashoka, qui accompagne depuis le début des années 90 des entrepreneurs sociaux dans les pays émergents. Elle souhaitait sensibiliser les Français à la notion d'entrepreneur social dans les bidonvilles, les pays les plus pauvres, et leur capacité à développer des stratégies innovantes, réplicables. Et nous l'avons accompagnée par le biais d'une fondation abritée dans la création et le financement au démarrage d'une entité française avec l'idée qu'il existe de tels entrepreneurs en France et en Europe. Quelle n'a pas été notre surprise et ma surprise de découvrir qu'il existe beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui portent des projets liés à la santé, l'éducation, l'emploi, le recyclage, et que certains d'entre eux ont besoin de fonds propres pour se développer, mais ne trouvent pas d'investisseurs, ce qui est encore le cas. D'où la création d'une société d'investissement, FITRUST Partenaires, avec des investisseurs privés pour les accompagner financièrement et stratégiquement dans leur développement, en appliquant les principes du private equity, car ils agissent dans le cadre d'entreprises classiques, mais aussi de coopératives, d'associations, et le plus souvent, avec plusieurs structures juridiques pour répondre aux besoins sociaux identifiés. Et nous l'avons fait dans un cadre qui était le Fonds européen d'entrepreneuriat social, directive créée par Michel Barnier en 2012, et nous sommes labellisés par l'AMF et par Finansol, l'association qui labellise les fonds solidaires en France. On a investi dans plus de 50 entreprises en France, Europe et en Afrique de l'Ouest et Asie du Sud-Est. Par exemple, Ecoder, un atelier protégé créé par l'œuvre Falrey qui voulait employer des personnes en difficulté psychique en formant un recyclage d'ordinateurs revendu peu cher à des personnes d'associations ne pouvant acheter un neuf. 6 personnes dans un atelier dans le nord de Paris. Nous les rencontrons et Hervé de Baume, un ami entrepreneur qui venait de vendre sa société de logiciels, se passionne pour le projet, en prend la direction en 2006, quand nous décidons de le financer et d'accompagner le projet. Il aura fallu 15 ans pour qu'elle devienne une entreprise rentable. 15 ans. Un nouveau DG est alors identifié, Étienne Erschauer, qui a l'expérience dans le téléphone, se passionne pour le projet, le développe avec succès aujourd'hui, pour un salaire bien loin de ses précédents salaires. Sur un modèle hybride, association, entreprise adaptée, entreprise d'insertion, il y a aujourd'hui 200 salariés, Paris, Lyon, Marseille et Nantes, 150 handicapés psychiques, une très forte croissance en partenariat avec Lenovo et HP, la loi AGEC obligeant le secteur public à acheter 20% d'ordinateurs recyclés. Et nous avons facilité l'année dernière un tour de table avec la Banque des Territoires, BNP Paribas, le Crédit Mutuel et FITRUST pour lui donner les moyens de sa croissance. L'Avarap, petite association d'insertion à Aubagne, qui recrute un dirigeant, Laurent Laïc, qui avait été directeur des méthodes de cuisine Schmitt et qui vient nous voir pour que nous financions par notre fondation abritée un logiciel de méthode. On refuse en disant à quoi sert un logiciel de méthode pour l'insertion. Quelques mois plus tard, il revient avec un business plan pour développer l'entreprise d'insertion auquel nous croyons, qui nous amène à investir en 2006 et les pousser à créer une entreprise sous l'association avec une gouvernance et des dirigeants pour l'accompagner. Depuis 2006, l'Avarap a remis 100 000 personnes sur le marché du travail en France. 80% de ses salariés quittent l'entreprise après avoir été formés en 2 ans maximum. Il réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Sa croissance n'est pas finie et petit à petit, en fonction des besoins, de nombreux fonds financiers à impact social ont rejoint l'actionnariat. Et l'association a des actions de préférence pour s'assurer de la pérennité du projet d'entreprise et de sa mission. Laiterie du Berger au Sénégal. Jeune diplômé vétérinaire d'origine sénégalaise, Bagoré Batili cherche à créer une laiterie dans le nord du Sénégal où vivent les nomades. Peul, car 90% des produits laitiers au Sénégal sont produits avec du lait en poudre importé d'Europe. Or, ces bergers nomades ont des vaches. Il convainc le fonds investisseurs et partenaires de créer avec lui une laiterie, puis Danone de l'aider à développer la laiterie. Emmanuel Faber de Danone m'appelle en 2011 pour proposer d'entrer au capital parce qu'il dit « Nous ne voulons pas être majoritaires, il faut aider la famille de Bagoré Batili à rester majoritaire et à pouvoir orienter l'entreprise. » Nous décidions d'y aller et petit à petit, la société grossit. Aujourd'hui, plus de 10 000 familles Peul vivent de la laiterie, 25 à 30 personnes par famille, dans le nord du Sénégal. Ils investissent sa vie de la production de lait. Il y a eu des années de business model et de travail pour essayer de trouver le bon business model, pour arriver à ce que l'on puisse stabiliser les bergers, pour arriver à ce qu'ils puissent collecter facilement le lait, pour croiser le cheptel, pour multiplier par 10 la capacité de production laitière d'une vache. Ça a mis 15 ans de faire ça. Alors que la plupart est de mettre dans les salariés des gens qui venaient de la rue, qui formaient pour travailler dans la laiterie. Aujourd'hui, la société réalise 30 millions de chiffre d'affaires, elle est rentable, elle développe une nouvelle usine et un écosystème
autour de Dakar, 30 millions d'euros d'investissement. Et on a vendu l'année dernière notre participation à Danone et à la famille de Bagor et Batili pour qu'ils restent investisseurs et qu'ils développent la société ensemble. Simplon, société créée par Frédéric Bardot, devenue entreprise qui forme en présentiel des personnes sans diplôme, qui veulent apprendre à coder pour trouver un emploi. En quelques années, leurs méthodes ont permis à plus de 40 000 personnes de trouver un métier en partenariat avec de très nombreuses entreprises, dont aujourd'hui Microsoft, OpenAI, en Europe. Ils sont présents aujourd'hui dans 17 pays africains. Permicro, en Italie. Un jeune diplômé ayant fait une thèse de microfinance se rapproche d'une fondation italienne, Oltre, créée par un capital risqueur italien. Celui-ci lui adjoint un banquier italien pour créer une société de microfinance pour les migrants en 2005 et nous approche pour entrer au capital. Nous y sommes toujours. La société a beaucoup grandi, après de nombreuses péripéties, a comme principal actionnaire BNP Paribas BNL, à côté de nombreuses fondations italiennes et investisseurs. Elle est soutenue par le gouvernement italien et les institutions européennes. Après de multiples péripéties, je pourrais en parler des heures, pour trouver le bon business model et suffisamment de volume, la société est rentable depuis l'année dernière. Nous y sommes depuis 2005. Ils ont fait plus de 300 millions de crédits à des migrants en Italie. Shenley, foncière créée par François Marty pour créer des logements sociaux HQE pour les plus pauvres, car les aides au logement en France ne couvrent pas les charges. Aventure passionnante, avec aujourd'hui plus de 20 millions d'euros investis, plus de 300 familles logées dans ces habitats de grande qualité construits par des personnes en insertion. Et un exemple de ces entrepreneurs sociaux, j'en donne un, je pourrais en donner des dizaines. Lors de notre première visite avec Guy Portman, qui est un promoteur immobilier, qui est le président de notre comité d'investissement, Guy Portman lui pose la question, mais pourquoi tes fenêtres sont plus larges que ce qu'on fait classiquement? Tu perds de l'argent, il faut faire des fenêtres plus petites. Et il lui répond, mais vous êtes tous pareils, les promoteurs. Vous avez jamais demandé aux gens qui viennent dedans ce qu'ils veulent. Moi, je leur ai demandé, ils m'ont tous répondu, quand la personne âgée va mourir, on veut pas qu'elle meure à l'hôpital, on veut qu'elle puisse venir dans le salon et qu'elle meure dans le salon. Donc, il faut que la fenêtre puisse faire entrer un lit médicalisé. Et Guy Portman, j'y avais jamais pensé. Donc, ce sont des gens, ces entrepreneurs sociaux, qui pensent à chaque fois, dans un projet problématique sociale, quel est le besoin final, qu'est-ce que veut la personne. Donc, c'est l'inverse de ce que nous ferions, nous, en tant qu'investisseurs, où nous cherchons la rentabilité. Oui, c'est vraiment ça. Tous ces projets, je pourrais continuer pendant toute la journée, des histoires qui sont toutes des histoires d'hommes et de femmes qui rejettent la façon dont nous regardons aujourd'hui l'investissement et qui essayent d'innover pour répondre à un besoin criant qu'ils ont identifié. Tous ces projets ont privilégié de répondre à un besoin social, ce qui amène à avoir en tant qu'investisseur une vision différente de celle que nous avions avant. La question n'est pas de comment je vais gagner de l'argent, mais avant tout d'identifier si mon argent va permettre à ce projet d'accélérer, de passer à un stade supérieur pour avoir plus d'impact. Et on ne gère pas une entreprise des handicapés, des personnes en insertion, des migrants comme une entreprise classique. Il faut les accompagner, même dans les situations très difficiles, et ne pas les considérer comme une variable d'ajustement. Quels que soient les projets identifiés en démarrage ou en phase de réflexion sur leur business model, ils ont décidé d'ajuster nos modalités d'accompagnement et d'intervention. Accompagnement, nous avons plus de 20 actionnaires de nos sociétés d'investissement, qui sont des anciens dirigeants de sociétés, qui participent activement au comité, qui est l'accompagnement pro bono des projets financés. Structuration, beaucoup de projets ont des structures hybrides avec une association, une société commerciale, une entreprise d'insertion, une entreprise adaptée. Valorisation, on ne peut pas valoriser une entreprise sociale comme une entreprise tech, une entreprise classique. La valorisation doit nécessairement être basse ou raisonnable pour s'assurer que lors de notre session, l'acheteur qui reprendra le flambeau aura la même vision, ambition sociale pour le projet. Investissement long, vous l'avez noté, la détention moyenne de nos participations est de plus de 12 ans. Car il est difficile de développer puis de consolider un business model avec un fort impact social et une pérennité économique en 5 ans, 7 ans. Et le temps joue contre le TRI. Liquidité, on ne peut pas raisonner avec notre propre contrainte de liquidité de sortie de gouvernance. Je dois m'ajuster, ce qui implique des clauses de rendez-vous plutôt des clauses de sortie contrainte. Car à qui vendre 100% d'une entreprise sociale sans remettre en cause le projet si je veux récupérer mon investissement? Ce n'est pas possible. Rentabilité, il faut accepter des objectifs de rentabilité en ligne avec le projet social, en acceptant qu'il peut être difficile d'arrêter de financer en cas de difficulté si l'entreprise emploie ou finance des handicapés, des personnes en situation précaire ou répondre à un besoin essentiel. Une entreprise comme Ecoder, à 3 reprises, nous aurions dû, en tant que financier, arrêter l'activité. C'était évident qu'elle ne pouvait pas être rentable. Mais il y avait 30, 50 handicapés qui seraient trouvés au chômage. Et nos investisseurs les plus financiers nous ont dit, vous ne pouvez pas arrêter. On a continué, on a aujourd'hui une entreprise rentable. Et l'investisseur ne peut pas faire la loi, car il faut prendre en compte des paramètres non financiers qui font la richesse de ce type d'entreprise. Risque. Tout le monde pense que le social est risqué. Paradoxalement, il est très faible.
Notre risque est inférieur à 7% depuis l'origine. Connaissez-vous un seul fonds de venture qui ait des risques à ce niveau-là? Ils sont plutôt à 20 ou 30%. Nous avons été très étonnés de voir la formidable résilience de ces projets avec très peu d'arrêt en cours de route. Et nous avons souvent décidé de continuer à les soutenir alors que la rationalité économique et financière amenait à devoir arrêter. Et la performance financière. Vous vous dites probablement, c'est bien beau tout cela, mais c'est plus risqué, moins rentable qu'une allocation d'actifs bien structurée, qui répond à mon objectif ou à la demande de mon client. Pour la partie cotée, la SICAV France affiche le top rating chez Morningstar. Une performance supérieure au CAC 40 dividendes réinvestis, une volatilité plus faible et un impact certain par l'engagement actionnarial ESG. C'est comme un ETF, sans ses défauts, d'être le plus souvent un produit structuré non physique, étant de fait un investisseur financier, peut-être un spéculateur et pas un actionnaire. Pour la partie non cotée, le risque est faible, compte tenu du peu de chute, mais la rentabilité attendue, 3 à 5%, compte tenu du temps et du type d'investissement. Mais l'impact social est très important. Ce qui nous ramène au questionnement du début de ce propos. Est-ce que je me sens responsable de ce à quoi va servir mon argent? Quelle est mon intentionnalité d'investisseur? Le rendement financier ou la finalité de mon investissement? Suis-je prêt à accepter d'être actionnaire avec une forte rentabilité d'Amazon ou de Meta, qui licencie maintenant, grâce à une IA, 10% des effectifs les moins performants, sans aucun entretien avec son manager? L'homme, la femme, variable d'ajustement. Suis-je prêt à accepter d'être actionnaire avec une forte rentabilité attendue de Tesla, compte tenu des prises de position de son fondateur? Certains y ont répondu récemment, ce qui montre bien qu'ils se sentent responsables de leur acte d'investissement ou d'achat. J'ai pris ces deux exemples car ils sont extrêmes et qu'ils ont une gouvernance fermée compte tenu de droits de vote multiples pour les actionnaires fondateurs qui ne sont visiblement pas à l'écoute de toutes leurs parties prenantes. L'introduction de droits de vote multiples dans le code de commerce en 2024 pour les entreprises qui vont être mises en bourse pourrait créer en France de telles attitudes quand ces licornes seront cotées. Mais il y a heureusement de très nombreuses entreprises qui peuvent avoir une rentabilité élevée et qui s'adressent à répondre à ces enjeux environnementaux ou sociaux en lien avec toutes les parties prenantes. Et la question que nous nous posons régulièrement, que nos investisseurs se posent, suis-je prêt aussi à accepter moins de rendement si telle entreprise s'interroge sur son business model pour répondre à ces enjeux sociaux ou climatiques qui sont au cœur de nos systèmes actuels et décide de privilégier l'investissement plutôt que le retour à l'actionnaire? C'est la question de Total par rapport au rachat d'actions. Suis-je prêt à accepter moins de rendement si mon argent finance des entreprises qui font travailler des handicapés, des personnes en difficulté, des migrants sans travail, ou qui permettent de moins polluer ou de privilégier la biodiversité? Je crois fondamentalement que les entreprises doivent investir pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux, car elles ont un impact important autour, et si on prend la DSE, par rapport aux plus pauvres. La liste est très longue des enjeux sociaux climatiques actuels que l'État et la collectivité publique ne peuvent plus assumer. Et les risques d'une dérégulation qui risque de venir des USA va amener de nombreuses entreprises à s'interroger sur leur responsabilité dans la société. Nous n'avons pas encore pris réellement conscience qu'il ne sera pas possible aux entreprises les plus polluantes de migrer vers des business models décarbonés sans investissement conséquent, ce qui amènera certaines à réduire pendant quelques années le retour à l'actionnaire. Y sommes-nous prêts? Le défi de la croissance de la population africaine dans les 30 ans à venir est un enjeu majeur pour le risque de migration vers l'Europe, s'il n'y a pas d'emploi. Mais peuvent être une opportunité de croissance pour les entreprises. Elle est très peu prise en compte dans les stratégies des entreprises européennes et les placements des particuliers et des institutionnels européens aujourd'hui. Regardez BNP Général qui se retire de l'Afrique. De très nombreuses entreprises cotées ou non cotées sont prêtes à relever ces défis si les actionnaires les soutiennent. Elles ont besoin d'actionnaires pour le long terme qui valident leurs projets d'entreprise, participent à leurs assemblées générales et les soutiennent dans les bons et mauvais moments. Pour les répondre, pour les identifier, elles sont très nombreuses, il est nécessaire de déplacer notre regard et notre intentionnalité pour notre investissement. En acceptant de ne pas rechercher avant tout le rendement financier, en acceptant que toute entreprise comme nous a des défauts, ce qui amène à privilégier l'analyse et le dialogue pour accompagner ces entreprises prêtes à relever ces défis. Le pape François, jésuite, nous parle souvent et précisément de discernement. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Suis-je capable de discerner dans ma stratégie d'investissement pour identifier des entreprises, des gérants d'actifs qui mettent en œuvre une stratégie prenant en compte ces enjeux humains, sociaux ou climatiques de façon explicite ou non explicite? Et donc, il me semble qu'il est possible d'essayer d'être en cohérence avec le DSE en investissant ou dans une stratégie d'investissement
en déplaçant d'abord le pourquoi. Nous avons tous accepté les analyses des écoles de pensée libérale, comme l'école de Chicago, qui ont séparé notre cerveau en deux univers. Le rationnel, qui ne peut rechercher qu'efficacité, performance opérationnelle et financière, seul critère de réussite. Et l'émotionnel, qui est prêt à aider en donnant des associations qui vont accompagner les personnes en souffrance ou en difficulté. Et nos deux hémisphères sont le plus souvent opposés, amenant les investisseurs à privilégier l'efficacité, la rentabilité d'abord, et à ne pas vouloir investir dans le social, qui est le lieu du don. Or, les enjeux climatiques et sociaux de notre monde actuel montrent qu'il est important, comme le disait Antoine Riboud, que l'entreprise agisse aussi dans la cité. Et l'entreprise n'est pas virtuelle, comme a voulu nous le faire croire Serge Tchuruk, président d'Alcatel en 2001, on voit ce qui est devenu Alcatel, ou les libertariens de la Silicon Valley aujourd'hui, car elle est composée d'hommes et de femmes avec des qualités et des défauts. La volonté de n'avoir que des salariés très performants n'est pas loin des politiques eugénistes du siècle dernier. La volonté de créer des entreprises virtuelles grâce à l'IA et aux progrès digitaux à venir, une négation du travail de l'homme qui construit l'humanité. La recherche d'une intelligence virtuelle suprême que nous avons en Californie aujourd'hui, la négation même de Dieu. Le récit biblique de la tour de Babel n'est pas loin. Et donc, comment rester dans le réel et réunifier nos deux cerveaux? Vous l'aurez compris, je suis convaincu qu'en déplaçant l'objectif recherché, un objectif d'abord lié à la place de l'humain dans l'entreprise, à l'impact social ou environnemental, la performance financière n'étant qu'un second, mais étant bien sûr nécessaire pour la pérennité, parce qu'une entreprise non rentable ne survit pas. Deuxième point, en repensant le comment. Pour investir dans une société, les investisseurs ont besoin d'une rationalité économique, d'un projet à moyen terme, d'une équipe capable de porter ce projet, d'une valorisation sur laquelle ils se décident d'investir. Dans le marché coté, la valorisation du marché est le facteur principal. Dans les investissements non cotés, elle est importante, les questions de liquidité sont très importantes aussi. Notre valorisation d'une entreprise, historiquement basée sur des anticipations de cash flow, de résultats, de perspectives de croissance, de mesure de la valeur de l'immatériel, est un peu différente aujourd'hui chez nous, même si on le prend quand même en compte. Dans le côté, on analyse beaucoup la capacité des dirigeants à écouter leurs actionnaires, leurs parties prenantes, à intégrer la transition écologique dans une perspective de changement complet de leur modèle d'affaires, de changement des produits, de la manière d'inciter les clients à acheter, mais aussi tous les enjeux sociaux d'écart de salaire, de burn-out, d'accident du travail. Nous modifions ainsi l'allocation entre les entreprises, surpondérant ou sous-pondérant, en fonction de la capacité d'écoute des dirigeants et de leur intentionnalité vis-à-vis des actionnaires et des parties prenantes. Pour les petites entreprises sociales, la question pour tous les investisseurs est la capacité des entreprises à avoir de bons collaborateurs pour réaliser leur ambition, tout en faisant attention à la façon de construire l'étape de leur développement. La question n'est alors pas le multiple d'EBITDA pour la meilleure rentabilité possible pour l'actionnaire, mais quel est le projet actionnarial? Quel actionnaire viendra après nous pour accompagner le développement? Quel horizon? Quel objectif de création de valeur à long terme? Ce qui amène à refuser les valorisations type licorne, refuser les packs d'actionnaires avec des possibilités de vente de la société si je ne peux pas sortir, refuser les clauses préférentielles, sauf exception, habituelles pour les investisseurs. On est actionnaire d'une entreprise, certes sociale, nous ne pouvons pas la lâcher pour une question de rentabilité insuffisante, et nous ne pourrons pas la vendre à un nouvel actionnaire qui remettra en cause la vision, les valeurs de l'entreprise, ce qui nous oblige à investir différemment. Il nous est même arrivé de vendre à perte une entreprise à des Hollandais pour la développer, et ils ont réussi à la développer beaucoup plus rapidement que nous l'aurions fait. De ce fait, nous sommes actionnaires, pas investisseurs, financiers ou spéculateurs. Nous n'avons pas une vision de la performance financière ou extra-financière de l'entreprise à court terme, mais une vision long terme de croissance, de performance. Et ce qui nous a amené à repenser nos modes de rémunération en tant que gestionnaires. Nos équipes ont accepté des rémunérations fixes inférieures à celles d'autres gestionnaires d'actifs financiers. Nous avons refusé les rémunérations variables pour tel ou tel salarié et nous avons mis en place un intéressement pour tous les salariés sur le résultat de l'entreprise. Nous avons décidé de verser, s'il y en a, les droits d'entrée et le carré d'intérêt, parce que les investisseurs nous ont obligés à avoir du carré d'intérêt sur des investissements à impact social. Je pourrais en parler longtemps. Et nous le donnons à notre fonds de dotation pour l'entrepreneuriat social. Certains investisseurs, on a encore eu une discussion hier, refusant d'investir chez nous parce que nous n'avons pas de carré d'intérêt pour les équipes. Une façon d'acheter les collaborateurs. Nous avons mis en place une gouvernance qui est adaptée à notre vision. On a défini avec nos salariés et nos partenaires notre raison d'être.
Nous sommes devenus entreprise à mission, qui oblige beaucoup plus que ce qu'on croit, parce que tous les 2 ans, nous devons revoir que les objectifs que nous sommes fixés, on les réévalue pour les 2 années à venir, donc ça entraîne toute l'organisation. Et puis nous avons pris un statut que vous ne connaissez certainement pas, le statut de la SAPO, Société Anonyme à Participation Ouvrière, créée en 1907 par un ministre des Finances, M. Briand, qui était un catholique, il y avait juste comme grande entreprise UTA, était une SAPO, rénovée avec la loi Pacte, mais qui permet d'associer les salariés à la gouvernance, à la création de valeur, pour qu'ils deviennent des ouvriers qui travaillent pour le bien commun. Donc nous avons une répartition du dividende et nous avons des postes au conseil d'administration pour les salariés qui sont liés à ce statut. En conclusion, les principes de la DSE sont radicaux dans leur approche, car ils mettent au cœur du questionnement la personne humaine et vont de ce fait plus loin que la RSE, l'ISR et l'investissement impact. Ils remettent en cause, je pense, fondamentalement la notion d'efficacité et de retour à l'actionnaire qui prime dans la logique de l'école de Chicago, en nous interpellant sur l'utilité de mon argent et mon intentionnalité en tant qu'investisseur. Ils nous incitent à faire preuve de discernement pour identifier les projets d'entreprise, cotés ou non cotés, qui ont au cœur de leur stratégie cette attention à l'humain et à notre planète, et ce même dans un monde instable où la loi du plus fort semble prendre le pas sur le plus faible. Il nous incite à nous questionner sur le partage de la valeur et sur la rentabilité attendue de nos investissements en décalage complet avec la vision dominante aujourd'hui dans les marchés financiers et la gestion d'actifs, notamment à l'aune des changements géopolitiques en cours. De nombreux exemples montrent qu'il est possible d'essayer d'être en cohérence avec la DSE en privilégiant soit des entreprises dont la mission est centrée sur le bien commun, le souci de l'humain et notre planète, soit des entreprises avec lesquelles il est possible de dialoguer, d'échanger pour qu'elles prennent en compte l'impact social et environnemental induit par leur activité et remettent l'humain au cœur de leur stratégie. Investir pour agir et contribuer à faire grandir les entreprises qui intègrent au cœur de leur stratégie le développement de l'être humain et la préservation de notre planète. Notre raison d'être, une façon d'investir en cohérence avec la DSE. Je dirais plutôt d'essayer d'investir en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale chrétienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour votre intervention. Je partage complètement le point de pivot dont vous parliez tout à l'heure, ce qui fait pivoter notre raisonnement. C'est la question de la finalité. À partir du moment où on regarde bien devant les yeux cette finalité que nous recherchons à travers l'investissement, si effectivement la finalité, c'est simplement la recherche d'un profit, une rentabilité, il n'y a que cette finalité-là, alors évidemment, la lecture que l'on fait du réel de l'entreprise, de l'économie, est une lecture purement financière. Tout le reste passe sur le bas-côté. On le traite un peu comme il faut par la réglementation, parce qu'on est un peu obligé, et on compose avec ça. À partir du moment où on définanciarise notre esprit, donc ça veut dire où on décide de ne plus mettre comme finalité la rentabilité et elle seule, et qu'on décide de mettre une autre finalité, parce que si on ne met pas de finalité, la nature horreur du vide, la rentabilité revient immédiatement comme la finalité, elle s'impose comme la finalité. Donc c'est un choix qu'il faut faire, et de fait ça fait pivoter le raisonnement. Et s'appuyer sur la doctrine sociale de l'Église pour faire ce passage, ce pivot, me semble très important. En tout cas, vous êtes un bel exemple, Olivier, de quelqu'un qui, ayant réfléchi à la doctrine sociale de l'Église, et confronté au réel, vous disiez, est-ce qu'on est utopiste? Ben non, je pense que ce qu'on a entendu ce matin nous montre que c'est pas de l'utopie, même si c'est pas facile, mais en fait, vous avez les mains dans le cambouis. D'ailleurs, dans deux cambouis, je dirais, parce que vous êtes étonnamment les deux bras écartés entre deux cambouis très très différents, qui sont les sociétés cotées et donc les entreprises du CAC. Et puis, d'un autre côté, à l'autre extrême, si je puis dire, les toutes petites entreprises solidaires qui font les choses avec peu de moyens.
Dans les deux cas, il y a une forme d'agilité qu'il faut trouver dans les boîtes du CAC. Évidemment, ce sont des gros paquebots et pour les faire bouger, pour faire avancer la réflexion, il faut du temps, il faut du dialogue, il faut parfois un petit peu de pression. Il faut mobiliser pour faire bouger un peu les choses. Et puis de l'autre côté, et surtout souvent parce que la dimension financière prend toute la place ou prend la première place, et le retour à l'actionnaire en particulier, eh bien ça conditionne beaucoup les relations. Et puis de l'autre côté, il y a aussi l'agilité de ces toutes petites entreprises solidaires où on fait avec des bouts de ficelle, où ce qui est prioritaire, c'est l'humain, le financier doit venir un peu boucher les trous pour que ça tienne. Et quand on a les personnes face à face et qu'on les connaît, eh bien on se bat. Et puis vous parliez de cette résilience de ces projets solidaires qui est assez merveilleuse, j'allais presque dire parfois un peu miraculeuse, où on voit ces entreprises qui tiennent avec peu de choses, mais parce que justement ça fait ressortir toute l'énergie qu'il peut y avoir dans les personnes humaines qui veulent que le projet fonctionne. Parce qu'on n'est pas seulement, on regarde pas seulement les choses à travers des tableaux et des chiffres, mais on voit les visages, ça change complètement le positionnement. En tout cas, merci Olivier pour je pense, un témoignage de ces plus de 20 ans d'activité dans ces deux domaines, l'engagement actionnarial et puis de l'investissement social et solidaire. Moi, je peux témoigner comme président de Procléro, qui a une poche sociale et solidaire aussi dans le fonds, que c'est vrai que ces 10% du fonds qui sont investis dans l'économie sociale et solidaire, c'est un peu notre perle, c'est notre diamant, c'est beau. On est tellement heureux de pouvoir financer ces petites entreprises. Celles que vous avez mentionnées, on les connaît. Certaines, on y est aussi. Voilà, des belles entreprises qui méritent notre soutien et dont on sait qu'effectivement, on est parti sur le temps long, mais le temps passant, les fruits sont là et les fruits sont certes au début pas financiers, mais purement humains, sociaux et environnementaux. Donc, c'est des fruits que nous apprécions particulièrement. Merci infiniment, que ça puisse un peu nous encourager à continuer à réfléchir et à agir en réfléchissant bien quelle est la finalité de ce que je fais, de mon activité professionnelle, de mon activité d'investisseur. Voilà, comment je réfléchis à ces questions en profondeur. C'est important. Parce que chacun a là où il en est, selon ses capacités, eh bien, il a un effet de levier possible. Alors sachez que vous pouvez réécouter cette intervention de ce matin sur le site de procléro.com, je pense assez vite dans les prochaines heures, prochains jours. Vous pouvez aussi sur le site de Radio Notre-Dame. Et puis sachez que ce matin, Olivier Deguerre était grand témoin sur Radio Notre-Dame, donc vous pouvez aussi l'écouter dans l'interview qu'il a donnée à Louis Dauphren. Merci en plus Olivier qui a bravé un peu ce matin parce qu'il est un peu grippé. Donc merci d'avoir fait cet effort pour cette intervention de ce matin. Dernière petite information pour votre agenda. Merci de noter le 20 mai de 14h30 à 22h30 la 4e journée de la finance intégrale qui aura lieu au Théâtre de la Madeleine à Paris, dans le 8e. Nous sommes en train de vous concocter un programme très riche et qui, je l'espère, vous passionnera. L'après-midi, nous aborderons avec plusieurs invités, avec l'éclairage de la DSE, les thèmes, plusieurs thèmes, la gouvernance de l'entreprise, la place de la famille dans l'entreprise, thème qui est assez peu travaillé, les produits et les services. Ensuite, on aura une deuxième séquence sur l'actualité de la finance intégrale avec plusieurs interventions sur scène. Et puis, la soirée sera consacrée à la question de l'IA, parce qu'évidemment, c'est une question très centrale. On risque de réfléchir à des choses complètement marginales si on n'aborde pas la question de l'IA et des impacts qu'elle a. Et en particulier, on va traiter de l'IA et de ses impacts sur la dignité de la personne humaine. Ce sera vraiment ça le sujet. On aura en tête d'affiche Sylvain Duranton. Sylvain Duranton, c'est le directeur monde chez BCGX, donc il a une vision mondiale, vraiment mondiale des enjeux de l'IA. Et après, il y aura une table ronde autour de lui avec Marie David,
cofondatrice de Carbometrics, Laetitia Pouliquin, qui est directrice du think tank NBIC Ethics, qui est essayiste et qui est aussi lobbyiste auprès de la Commission européenne, en particulier sur les questions de l'IA et de sa réglementation. Donc, elle connaît très très bien ces sujets-là, qui sont pas d'une petite importance. Nous aurons Romain Lavaux, associé Partech et qui est donc un investisseur habituel dans l'IA. Étienne de Rocchini, fondateur de Blaise Pascal Advisor et qui est président d'Espérance et Algorithme. Il y aura aussi, bien sûr, des pauses dans cette journée, des pauses pour se rencontrer, pour échanger. Il y aura des stands. Enfin, voilà. Vous allez recevoir dans les prochains jours une invitation par mail. Inscrivez-vous et faites connaître cet événement autour de vous. Hein, c'est l'occasion d'inviter des amis, des collègues de travail, des personnes qui sont intéressées par la finance intégrale, qui réfléchissent, qui sont un peu en quête de sens dans leur vie professionnelle. Voilà, je pense qu'ils peuvent passer une belle après-midi, une belle soirée avec nous au Théâtre de la Madeleine. Voilà, 20 mai de 14h30 à 22h30. Voilà. Merci encore infiniment à Olivier Deguerre, merci enfin à vous toutes et à vous tous pour votre participation fidèle, que ce soit en présentiel ou en webconférence. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve le 20 mai pour la 4e journée de la finance intégrale. Merci.